Eh bien, nous pouvons commencer maintenant. Merci d'être venus. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, mais j'ai déjà expliqué à notre invité que c'est comme ça, vers la fin de l'année. Mais merci encore une fois d'être venu ici. Notre hôte aujourd'hui, c'est M. Luc Vigier de l'Université de Poitiers. Je vous ai envoyé une petite biographie, quelques lignes sur Monsieur Vigier, et j'ai voulu juste ajouter quelque chose que vous n'avez pas, c'est-à-dire ses intérêts. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui l'intéresse, quel type de recherche. D'abord, c'est lui Aragon, prose critique, politique et romanesque, problème du roman dans les années 30. Ensuite, littérature du XXe siècle, et en particulier roman, essai, littérature et philosophie. Littérature numérique, textualité numérique, observation des comportements numériques et bande dessinée. Monsieur Vigier s'intéresse à bande dessinée, approche génétique des dossiers scénaristiques et des dossiers d'esquisse, études transversales. Ben, c'est lui qui va vous parler de tout ça et je vais lui donner la parole tout de suite. Et comme notre caméraman nous a suggéré, il faut profiter de ce micro ici et finalement on peut utiliser celui-ci pour discuter avec le public plus tard. Mais notre caméraman préfère que ce soit celui-ci. Pour lui, c'est plus sûr. Voilà, parce qu'il a peur de micros qui se baladent un petit peu partout. Voilà. Mais je vous donne la parole. Merci infiniment. Je vous en prie. Oui, je remercie évidemment le professeur Sekerouch pour son invitation. Et puis, cette invitation s'est matérialisée aussi dans l'aide et l'encadrement de Velmir Mladenovic, qui est depuis l'origine de mon arrivée ici très actif et qui me présente la Serbie et qui me présente l'université et la culture incroyable, la culture extrêmement riche que je découvre grâce à lui. Merci aussi à l'université de Novi Sad de m'inviter. C'est une première fois pour moi, c'est mon premier déplacement international, donc c'est pour moi un événement. Et c'est toujours très agréable de parler d'un auteur que je fréquente depuis des années, depuis que j'ai 25 ans, je travaille donc ça fait 25 ans que je travaille sur Aragon et que je commence tout doucement à me dire qu'on est vraiment devant un auteur exceptionnel, devant une qualité d'écriture dans la poésie, dans le roman, dans la prose critique qui pour moi est de l'ordre de l'invention permanente et parfois du génie. Alors j'ai pris le prétexte de la réflexion d'Aragon sur l'image pendant toute sa vie, pour vous parler de cet auteur, dont les dates ici, 1897 et 1982, semblent déjà très anciennes. Nous sommes en 2018 et ces dates, 1897-1982, nous font basculer dans un espace littéraire, un autre siècle véritablement. Et plus je fais des conférences, plus je sens que nous nous séparons en fait, qu'il y a une disruption entre cette période d'écriture militante, d'écriture artiste et la nôtre. Même si d'autres mouvements, bien sûr, recommencent. Mais disons que quand je vois ces dates, je me dis que nous sommes loin de lui et loin peut-être de comprendre ce qui s'est passé pour Aragon, pour Malraux, pour Nizan, pour d'autres grands auteurs engagés de ce type. Alors ce que vous apercevez à droite, c'est un collage d'Aragon, où vous apercevez le portrait d'Aragon lui-même en plusieurs exemplaires. Il y a une photo de Daniel Vallard au centre, une très belle photo du vieil homme qu'il était dans les années 75-76. Sur la droite, vous apercevez aussi un autre portrait d'Aragon, plus abîmé, plus vieilli. Et vous avez à gauche de lui, je ne sais pas si on peut l'apercevoir ici, je ne peux pas montrer, je ne pense pas avoir de curseur, si peut-être, non je n'ai pas de curseur. On aperçoit à la gauche de la tête d'Aragon la photo d'identité de sa mère. Ce sont des fresques dont je parlerai à la fin de la conférence, que Aragon a composées dans son appartement à Paris, après la mort de sa femme, Elsa Triolet.
Je peux en dire un petit mot tout de suite. Lorsque Elsa Triolet est morte en juin 1970, qui était sa compagne depuis 40 années, 50 années, eh bien, le deuil a été extrêmement fort et il y a eu même eu un deuil d'écriture. Il ne pouvait plus écrire. Donc, il a commencé à composer sur les murs directement des murs de cartes postales, des murs d'images. Et ces collages ne sont pas vraiment des collages, ce sont des punaisages. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais les petits points rouges qui ont un sens très fort chez Aragon, qui est un sens politique, mais aussi un sens passionnel. C'est-à-dire qu'on accroche ce que l'on aime. Donc c'est un punaisage de divers documents familiaux, documents personnels, des photographies qu'on lui a envoyées, des publicités, des coupures de magazines. Tout ce qui lui tombait sous la main, il le découpait, il le collait en fonction d'une logique assez difficile à interpréter. Et donc l'appartement de Paris, lorsqu'Aragon est mort, en 1982, était couvert de cartes postales, d'images. Donc il est mort dans les images. Et il est mort comme il a vécu, c'est ce que je voudrais montrer aujourd'hui. C'est qu'il a toujours vécu dans les images, pour les images. Alors c'est un peu étrange évidemment de parler de l'image alors qu'on est devant un des plus grands écrivains du XXe siècle, mais il faut bien comprendre, vous allez le voir, et c'est ce que j'explique dans mon petit livre sur le cinéma aussi, c'est que Aragon a toujours écrit à partir de l'image. Et que comme Apollinaire, comme André Breton, comme Tzara, ils écrivent à partir de l'image. Et quelquefois pour créer de l'image. Donc le but est de vous montrer qu'Aragon est resté toute sa vie ce surréaliste en connexion avec l'image. Et notamment avec ce qu'il a appelé le stupéfiant image. Je ne sais pas si les jeunes étudiantes qui sont là comprennent le mot stupéfiant. Ça signifie drogue. Drugs, les drogues. Et le stupéfiant image, c'est une expression qui est dans Le Paysan de Paris, un des grands romans d'Aragon, un roman surréaliste. Et je voudrais donc décliner 8 points. Je ne sais pas si j'aurai le temps, je vais essayer de dire les 8 points. Je vais d'abord vous parler du rapport d'Aragon au cinéma, qui est très important dans sa jeunesse, dans la jeunesse Dada. Je pense que vous connaissez le mouvement Dada. Et Aragon a déclenché un amour du cinéma total. Tandis que André Breton, lui, détestait le cinéma. Mais André Breton détestait beaucoup de choses. Il détestait la musique aussi, la musique classique. Il détestait tout ce qui n'était pas l'écriture précise, ciselée, qui était la sienne, je crois. En tout cas, le cinéma n'était pas le goût de Breton, mais il était au contraire le goût de gens comme Philippe Soupeau, comme Aragon, comme bien d'autres, Éluard aussi. Je vous parlerai ensuite des systèmes optiques. En fait, j'ai commencé ma recherche sur Aragon en travaillant sur les microscopes et les kaléidoscopes, et tout ce qui concerne l'optique fantastique du XIXe siècle. Vous savez, toutes ces installations, les panoramas, vous savez, les grands panoramas qui existent aujourd'hui encore dans les parcs d'attractions. Ça existait lors de l'exposition universelle en 1900, et ça a marqué l'enfance d'Aragon et l'esprit d'Aragon, qui a toujours été très proche des systèmes optiques, qu'il a fréquenté, puisque vous savez, il a fait des études de médecine. Et il a observé, il a fait de la biologie, il a fait de l'observation des plantes, il a travaillé sur le cinéma scientifique également. Donc je vous parlerai des systèmes optiques. J'évoquerai aussi ensuite pour ce qui est du monde réel. Le monde réel, c'est un ensemble de romans qu'Aragon a écrit entre 1934 et 1951. Le monde réel, qui est habité par la question de la photographie. Ensuite, j'évoquerai la résistance, avec un prolongement de la réflexion sur l'image, et notamment sur l'image d'Épinal, l'image classique, traditionnelle, pour lutter contre l'occupation. J'évoquerai ensuite les lettres françaises. Je ne sais pas si la caméra peut capter Les lettres françaises, c'est un journal qu'Aragon a dirigé pendant près de 30 ans, enfin plus exactement 20 ans, mais il travaillait déjà avant, et qui s'est occupé pendant plus de 20 ans de tous les arts, y compris le cinéma, qu'on voit ici à nouveau, qui est une obsession dans les lettres françaises et qui est une obsession d'Aragon. Ici, le journal se demande que sera le cinéma en 1999, et vous apercevez ici là une structure de cinérama, puisque dans les années 60, il y a énormément d'expérimentations sur le cinéma total. Et cette structure cinéramique est une structure qui habite aussi l'écriture romanesque et l'écriture poétique, comme vous allez le voir,
puisqu'Aragon est aussi quelqu'un qui utilise souvent la métaphore de la lanterne magique. Je vais vous montrer ce que c'est qu'une lanterne magique. Donc, les lettres françaises, j'ai appelé ça l'imagier géant. Vous verrez pourquoi, avec une utilisation de l'image comme outil politique. Ensuite, j'évoquerai la question de la mémoire dans Le roman inachevé et Les poètes, qui sont deux recueils poétiques où la lanterne magique apparaît comme élément de projection de la mémoire historique. J'évoquerai ensuite la notion de musée imaginaire. Je ne sais pas si vous connaissez le mot musée imaginaire, qui appartient à André Malraux. André Malraux a inventé un concept éditorial de musée imaginaire. Et Aragon a repris presque cette idée. Et enfin, j'évoquerai donc ce tombeau d'images pour la fin de la vie d'Aragon. Est-ce que ça va pour le français? Vous arrivez à suivre? Bon. Alors, je commence avec Charlie Chaplin. Alors, on ne le sait pas assez, mais Aragon et les Dada, les artistes Dada avaient, ou les anti-artistes Dada, avaient une fascination pour les films muets des années 1910-1915. Ils étaient fascinés par Charlie Chaplin, qu'ils considéraient comme un génie. Et ils n'étaient pas nombreux en France à considérer que Charlie Chaplin était un génie. Et pour Aragon, tout de suite, il a été évident que cet homme créait des images qui étaient compatibles avec le mouvement Dada. Il trouvait qu'il y avait chez Charlie Chaplin, ici dans le film célèbre qui s'appelle Les Pompiers, Fireman, un génie transgressif qui était proche de l'anarchie. Donc Charlie Chaplin anarchiste, ça plaisait beaucoup aux surréalistes. Et Aragon, vous le verrez tout à l'heure, s'est intéressé non seulement à l'acteur en tant que représentation de l'homme et du sujet, mais aussi aux décors de Charlie Chaplin, qui sont extrêmement travaillés. Et Aragon était un des premiers en 1918 à parler de sémiotique du décor. Et je crois que c'est le premier en fait, un sémioticien du décor, c'est-à-dire quelqu'un, il analyse chez Charlie Chaplin sa capacité à structurer l'espace derrière le sujet de manière à créer du sens. Donc on est là devant une fascination, mais il y avait d'autres fascinations comme celle du feuilleton Les Vampires de Louis Feuillade, où apparaît une femme extrêmement érotisée. Je ne sais pas si vous connaissez Musidora, qui est une actrice française, qui a été d'ailleurs repris. Il y a un film qui s'appelle Musidora, qui est plus récent et qui rappelle l'impact érotique de cette actrice. Je ne sais pas si on la voit bien là sur mon image, je ne crois pas. On aperçoit ses yeux. Et les surréalistes, enfin les jeunes dada, plutôt allaient très souvent au cinéma s'émerveiller de ce pouvoir érotique du cinéma. Aragon a également beaucoup parlé des westerns. Ça aussi, on l'ignore, mais les films de l'acteur William S. Hart étaient extrêmement connus à l'époque. Et tout ce qui concerne la vision du western chez les surréalistes vient de là, quasiment, avec une volonté chez eux de montrer l'absurdité en œuvre et la puissance également des décors. Vous voyez les bouteilles qui sont derrière, là. Je ne sais pas si vous apercevez les bouteilles derrière les personnages. Aragon en fait un bon paragraphe d'analyse en montrant que en fait, l'esprit Dada, il est dans les bouteilles de cette scène. Donc voilà, c'est un acteur de l'époque. Et dans la revue Nord-Sud, qui est une des grandes revues d'avant-garde, la revue de Pierre Reverdy, Aragon apparaît, vous l'apercevez dans le sommaire, et publie son premier poème sur le film muet et en partie sur Charlot. En particulier sur Charlot, avec un poème qui s'appelle Soif de l'Ouest. Soif de l'Ouest. Alors ça donne ceci, est-ce que je peux le lire? Donc ça, c'est vraiment des écrits de jeunesse, c'est de 1919, de 1918 même. Dans ce bar dont la porte sans cesse bat au vent, une affiche écarlate vante un autre savon. Dansez, dansez ma chère, nous avons des banjos. Qui me donnera seulement à mâcher le chewing-gum inutile qui parfume très doucement la laine des filles des villes? Épice dans l'alcool mesuré par les pailles, et menthe sans raison barbouillant les liqueurs. Il est des amours sans douceur, dans les docks sans poisson où la barmaid défaille, sous le fallacieux prétexte que je n'ai pas rasé ma barbe, au relent douteux d'un gin que son odorat devine, d'un bar de Massachusetts. Au 33e étage, halluciné des fenêtres, arrête. Mon cœur est dans le ciel et manque de vertu, mais les ascenseurs se suivent et ne se ressemblent pas. Le groom nègre sourit tout bas pour ne pas salir ses dents blanches. Ah, si j'avais un revolver pour interrompre la musique de la chanson polyphonique des 100 machines à écrire. Alors, on est à l'époque dans une atmosphère futuro-cubiste.
On le voit avec le dessin de Braque à droite. L'atmosphère futuro-cubiste est volontiers reprise aussi par Aragon dans ses poèmes, avec des collages de scènes, de films muets, qui sont transformés en poèmes, avec une dimension mélancolique et érotique qui est très, très nette ici, mais aussi quelque chose qui anticipe sur le manifeste du surréalisme de Breton, où Breton dit l'acte surréaliste le plus pur consiste à descendre dans la rue, revolver au poing, et à tirer au hasard dans la foule. Vous connaissez cette phrase qu'on a beaucoup reprochée à Breton, hein, l'acte surréaliste le plus pur consiste à descendre dans la rue, de revolver au poing, et à tirer au hasard dans la foule. En fait, ce n'est pas un acte terroriste que décrit Breton. C'est un acte de film muet, c'est une métaphore aussi qui est ici utilisée par Aragon. Alors c'est un recueil, lorsque Aragon publie Soif de l'Ouest, il se trouve que c'est justement ce fameux numéro de Nord-Sud où Pierre Reverdy définit l'image. Et cette définition de l'image, qui est une définition qui dépasse celle de Lautréamont, va être reprise par André Breton justement dans le manifeste du surréalisme. Donc on voit qu'Aragon est en contact, il est en contact de frontières avec le futurisme, l'anarchie, avec la question théorique de l'image, et il s'appuie pour écrire ses premiers poèmes sur Charlie Chaplin. Autrement dit, sur une cinétique de l'image, pour créer une cinétique poétique. Donc c'est ce qui se passe à ce moment-là. Il a 21 ans en fait. 23 ans, pardon. Alors, non, 21 ans, 1918 plus 3, ça fait 21. Il est aussi repéré par Louis Deluc, qui dirige la revue Le Film, qui est une des premières grandes revues sur le film. Et il faut savoir le rôle incroyable qu'a joué Guillaume Apollinaire dans la naissance de ce respect qu'on devrait avoir pour le cinéma. C'est Apollinaire, en fait, qui, en France, fait entrer la question du cinéma comme une question littéraire. Il écrira même « Le film, c'est le roman du futur ». C'est-à-dire qu'on n'écrira plus, dit Apollinaire en 1913, on n'écrira plus, on filmera. Donc cette intuition d'Apollinaire, elle est bien sûr assimilée complètement par des Philippe Soupeau, par Aragon, par Tzara, par bien d'autres, Louis Deluc, et aussi un homme un peu fou qui s'appelle Pierre-Albert Birot, qui dirige une revue qui s'appelle SIC, qui est une gigantesque revue, confidentielle, mais gigantesque par la puissance d'influence. Et alors, avant de parler de SIC, dans la revue Le Film, dont vous voyez qu'elle reprend les codes du théâtre. Parce que Sécurot, chef fait du théâtre, il connaît bien ces deux masques, la comédie et la tragédie. À l'époque, on pense le film à partir du théâtre. On le compare constamment au théâtre. Donc on est là encore dans une atmosphère de transition. Donc Aragon publie un article qui est extraordinaire, qui est aujourd'hui considéré encore comme un marqueur théorique de réflexion sur le cinéma. Ça s'appelle « Du décor ». Et c'est un texte dans lequel Aragon devient philosophe du cinéma, véritablement. Il pense le cinéma comme un décalage entre l'acteur et son décor. Ça doit vous dire quelque chose, ça. Quel est l'auteur français qui a défini sa philosophie comme le divorce de l'acteur d'avec son décor? Vous avez 30 secondes. Le philosophe français des années 40, très connu des étudiants français, qui a défini ce qu'on appelait la philosophie de l'absurde, qui a écrit L'homme révolté, le mythe de Sisyphe, Albert Camus. Voilà. Eh bien, avant Camus, Aragon définit le statut humain comme une tension entre le sujet humain et le décor. Donc il en fait quelque chose de très fort, de philosophique et bien sûr de politique déjà, de politique. Le fait que Charlie Chaplin soit en décalage avec son décor ou que les bouteilles du western parlent plus fort que les acteurs eux-mêmes crée en fait déjà le démarrage d'une réflexion sur le réalisme de l'image. C'est-à-dire derrière l'homme, il y a le réel. Derrière le rêve du cinéma, il y a le monde réel qui est produit par le décor. Donc on a là quelque chose de tout à fait fascinant. Donc là vous avez juste le titre, c'est juste un repère de date. Et puis en 1919, dans la revue Littérature, dirigé par André Breton et illustré par l'immense Picabia. J'ai une grande admiration pour Picabia. Je ne sais pas si vous connaissez Francis Picabia. Il a fait les couvertures de littérature, qui sont de très beaux dessins en noir et blanc. Et bien, dans cette littérature, dans cette revue, Aragon écrit quelque chose qu'il est le seul à écrire à l'époque. Le monde tient sur la toile. En fait, c'est une référence à Stéphane Mallarmé. Parce qu'il dit « le blanc souci de notre toile ». Et dans un texte précédent, Aragon rend hommage à Mallarmé en disant que le cinéma, c'est la nouvelle page.
Le cinéma est la nouvelle page. Et l'inquiétude du créateur doit maintenant se concentrer sur l'écran, sur toutes les formes d'écran. On voit arriver à cette période-là chez Aragon une pensée de l'écran, à la fois comme obstacle, reflet et fenêtre. Donc on est vraiment déjà devant ce qu'on pourrait appeler un Aragon médiologue. C'est de la médiologie déjà. Il pense la médiologie bien avant qu'elle n'existe. Donc le monde tient sur la toile. Nous n'avons pas fini de nous en émouvoir. Dites-moi les noms des meilleurs films, que je me remémore leur beauté. Ô mes amis, l'opium, les vices honteux, l'orgue à liqueur sont passés de mode. Nous avons inventé le cinéma. Nous avons inventé le cinéma. Ce qui veut dire aussi que les poètes dada considèrent qu'ils sont prescripteurs d'images. Ce ne sont pas seulement des récepteurs, mais des prescripteurs d'images. Autre repère important, c'est donc cette revue SIC, qui est une revue tout à fait étonnante, qui a commencé en 1916 sous la direction de Pierre-Albert Birot, qui faisait tout seul, qui imprimait tout seul, qui écrivait quasiment tous les textes. Et qui a ce logo, SIC, donc en latin pour dire ainsi, oui, maintenant, enfin pas maintenant, mais oui, ainsi, et qui signifie son pour le S, image pour le I, C pour couleur, et il y a une 4e lettre dans le logo. Où est-elle? C'était pas le O. Non plus, mais on est proche. Non. Il y a 4 F autour. Ce sont des F. Son, image, couleur, forme. Voilà, le F est discrètement dans ce qu'on appelle le cul de lampe ici, sur les côtés. Son, image, couleur, forme, le tout gravé à la main sur une gravure sur bois, qui dit à quel point on cherche à l'époque une synesthésie critique, ou un syncrétisme critique. Son, image, couleur, forme, et bien sûr c'est une revue qui parle du cinéma tout le temps, du théâtre et du cinéma. Donc il y a là des textes d'Aragon, d'Apollinaire, de Breton aussi, et cette revue est vraiment un marqueur pour moi de cette pensée de l'image chez Aragon, avec, je fais une petite parenthèse pour Pierre-Albert Birot, une fascination pour ce qu'on a appelé le vibrisme. C'est un mouvement qui consiste à chercher dans les œuvres d'art la vibration. Et vous voyez que dans la gravure même du logo, le bois, la veine du bois, crée une vibration rythmique. Donc il y a là des réflexions extrêmement passionnantes, mais je n'ai pas le temps aujourd'hui. Dans Anicet ou le panorama, qui est un des premiers romans d'Aragon, qu'il a écrit dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, il rend hommage justement à Charlot, sous la figure de Paul, qui est un des séducteurs du personnage central de ce roman. Et Anicet est sous-titré « ou le panorama ». Et ce n'est pas anodin. Le panorama, c'est justement une structure optique, une structure picturale qui existait dès 1900 pour impressionner les touristes lors de l'exposition universelle. Le panorama, c'est vraiment le lieu commun de l'effet spécial à l'époque dans le monde de l'attraction. Donc Anicet ou le panorama, qui s'appelait au début Anicet ou le panorama roman. Et il faut faire attention au titre chez Aragon. Panorama, roman, sont en contact sonore. C'est déjà une sorte de poème. Panorama, roman. Dans le roman, il y a du panorama. Dans le panorama, il y a du roman, et ainsi de suite. Donc, premier grand roman. Et par la suite, dans Le Paysan de Paris, dont j'ai mis trois éditions, dont la mienne d'ailleurs, à droite, qui est sans doute la plus jolie, je pense. Ici, là-bas, avec les papillons, c'est un collage de Max Ernst. Vous avez une théorisation, alors on est beaucoup plus tard, on est en 1926, donc là je passe 7 ans quasiment de réflexion sur l'image et sur l'image poétique, mais l'image poétique va être pensée souvent par Aragon à partir de systèmes optiques très particuliers, dont celui que vous voyez au centre ici, qui est un passage parisien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'être à Paris et Voilà, ça ressemble à Vérododa, rue Jean-Jacques Rousseau, mais ce n'est pas lui, c'est le passage de l'opéra, qui a disparu malheureusement. Et le passage de l'opéra est présenté par Aragon comme un tube optique, dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est une sorte de galerie de transparence et d'obstacles, à l'intérieur de laquelle ont lieu les miracles modernes. Les reflets, les tromperies, les fantômes. Et par ailleurs, il compare bien sûr le passage de l'opéra à un aquarium. Donc on est sur des métaphores superposées. Dans Le Paysan de Paris, justement, le discours, il y a une allégorie de l'imagination. L'imagination se met à parler. Et cette imagination utilise la métaphore de la lanterne magique.
qui est un objet qui va revenir pendant toute la vie d'Aragon, qu'on trouve aussi chez Proust, qu'on trouve aussi chez Gide, et qui est utilisé comme métaphore de la projection de l'imaginaire. Également dans Le Paysan de Paris, il est très souvent question du microscope, et là on voit que, et on comprend en fait que Le Paysan de Paris, et on le comprend au milieu du texte, est écrit comme un reportage sur des microbes, sur des bacilles, sur des bactéries. Les bactéries, ce sont les bourgeois parisiens, que l'écrivain regarde avec beaucoup de mépris, Alors, ça donne ceci, à un moment, dans Le Paysan de Paris, la voix qui parle s'arrête, au bout peut-être de 80 pages. Et la voix dit « Je quitte un peu mon microscope ». On a beau dire, écrire l'œil à l'objectif, même avec l'aide d'une chambre blanche, fatigue véritablement la vue. Mes deux yeux, déshabitués de regarder ensemble, font légèrement osciller leurs sensations pour s'appareiller à nouveau. Un pas de vis derrière mon front, vous savez le pas de vis, c'est ce qui permet de régler le microscope. Un pas de vis derrière mon front se déroule à tâtons pour refaire le point. Le moindre objet que j'aperçois m'apparaît de proportions gigantesques. Une carafe et un encrier me rappellent Notre-Dame et la morgue. Donc ce changement d'échelle se fait grâce à la métaphore du microscope, mais cela va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que l'écriture elle-même est un scope. L'écriture est une pulsion scopique, comme on dit chez Freud. La notion de pulsion scopique, ça va ? Voilà, en tout cas une sorte de métaphore qui dit la distance et l'ironie aussi d'un regard sur la société parisienne. L'autre grand instrument d'optique qu'utilisera Aragon comme métaphore, qui existe aussi chez Gide, c'est le kaléidoscope, qui est très souvent utilisé comme démultiplication des apparences. Ici, un modèle de l'époque. Et on reconnaît dans ce côté cylindrique aussi les structures en perspective des passages parisiens, qui sont des verrières, effectivement, considérées dans leur perspective comme des tubes kaléidoscopiques. Donc tout cela se superpose. En fait, Le Paysan de Paris, il est écrit dans un cylindre, avec des jeux de mise en perspective, de changement d'échelle et de rapprochement ludique, ironique, sarcastique, ou tout simplement fantastique. Je voudrais insister sur l'idée que Aragon a complètement absorbé toute la fantastique optique d'Hoffmann, par exemple. Tous les contes fantastiques d'Hoffmann ont été récupérés par Aragon, et même très tard dans l'œuvre, on trouve encore des allusions aux contes d'Hoffmann, avec le jeu sur de nombreux instruments d'optique. Alors je vais peut-être pas vous lire tout cela qui est un peu, mais si, je vais vous lire un petit peu. Notamment le début, parce qu'il y a le mot instantané qui apparaît et qui va nous permettre de transiter vers la photographie. J'annonce au monde ce fait divers de première grandeur. Un nouveau vice vient de naître, un vertige de plus est donné à l'homme, le surréalisme, fils de la frénésie et de l'ombre. Entrez, entrez, c'est ici que commence le royaume de l'instantané. Alors ce entrer, entrer, il va l'utiliser souvent, le narrateur se transformant souvent en montreur de foire. Il fait entrer le public et on passe des images, on projette des images. Entrez, entrez, c'est ici que commence le royaume de l'instantané. Alors l'instantané, c'est aussi bien sûr l'instantané photographique. Alors il y a une définition du surréalisme en bas du texte que je vous lis. Le vice appelé surréalisme est l'emploi déréglé et passionnel du stupéfiant image, c'est de ce texte que vient le mot stupéfiant image, ou plutôt de la provocation sans contrôle de l'image pour elle-même et pour ce qu'elle entraîne dans le domaine de la représentation de perturbations imprévisibles et de métamorphoses, car chaque image à chaque coup vous force à revisiter l'univers. Donc l'image, ça va devenir le critère de vérification du merveilleux dans le réel. Et ce critère de vérification, pendant les années 24-26, Aragon en parle de manière obsessionnelle. Notamment dans un texte antérieur que je vous conseille si vous voulez découvrir Aragon, c'est Une vague de rêve. Je ne sais pas comment on peut traduire ça en serbe, mais je pense qu'en serbe ça doit être très joli aussi. Est-ce qu'on peut essayer, Velimir, de dire Une vague de rêve ? Voilà, Une vague de rêve. Ouais, c'est un très beau titre, qui paraît en même temps que le manifeste du surréalisme de Breton, en octobre 1924, et qui essaye de définir ce qui s'est passé un peu avant, entre 1920 et 1922, à travers l'expérience notamment des récits de rêves, des sommeils, des hypnoses, etc. Donc un petit extrait. Vous remarquerez aussi le ton extrêmement lyrique d'Aragon, toujours, très lyrique, très emporté. D'abord, chacun de nous se croyait l'objet d'un trouble particulier, luttait contre ce trouble. Bientôt, sa nature se révéla. Tout se passait comme si l'esprit, parvenu à cette charnière de l'inconscient, avait perdu le pouvoir de reconnaître où il versait.
En lui subsistaient des images qui prenaient corps, elles devenaient matière de réalité, elles s'exprimaient suivant ce rapport dans une forme sensible. Elles revêtaient ainsi les caractères d'hallucination visuelle, auditive, tactile. Nous éprouvions toute la force des images, nous avions perdu le pouvoir de les manier, nous étions devenus leur domaine, leur monture, dans un lit au moment de dormir, dans la rue les yeux grands ouverts, avec tout l'appareil de la terreur, nous donnions la main aux fantômes. Donc ce sont des textes qui sont en fait des textes de synthèse sur une pensée globale de l'image, qu'elle soit verbale bien sûr, où elle est extrêmement travaillée, sculptée par les surréalistes, mais aussi du côté de la matière mentale, de la poésie, du rêve, de la photographie, du cinéma et de la peinture. Et ce sont les revues en fait qui vont permettre de tenir tout cela ensemble. Ce sont les revues qui vont devenir des livres d'images, considérant en fait l'image au même niveau que le texte, dont cette fameuse, ce chef-d'œuvre, la révolution surréaliste. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de contraste sur l'écran? Est-ce qu'on peut fermer une lumière peut-être de scène? Est-ce que c'est possible? Parce que là, c'est dommage. Ouais. Bon, ce n'est pas grave, c'est juste pour qu'on puisse bien voir. On peut éteindre tout, oui, on peut éteindre la caméra aussi. Alors la révolution surréaliste, elle commence à apparaître en 1924. C'est une revue qui est différente des revues d'avant-garde, comme les revues Dada, ou la revue Littérature, ou la revue Sick, parce qu'elle est beaucoup plus luxueuse, elle est beaucoup plus riche en termes de documentation. Et on aperçoit ici, je crois que c'est mieux, on aperçoit de la couverture de ce premier numéro de décembre 1924 une représentation en 3 branches des activités surréalistes. On dirait un corps mais sans tête, une sorte de corps acéphale. Et sur la droite, on aperçoit cette image qui est donc basculée sur le côté ici, sur la jambe droite. Et cette image, elle est très célèbre, hein, c'est les scènes de sommeil de Desnos. Ouais, c'est cette rampe-là en fait qu'il faudrait éteindre sans doute. On n'y arrivera pas. Vous apercevez Desnos ici. Ici vous avez Robert Desnos qui est en plein délire. Vous avez André Breton ici, Simone Breton. Derrière Éluard, tout en haut là, Éluard. Ici soit Picasso, soit Chirico, j'hésite entre les deux. Et ici sur le côté qui est en retard pour la photo, Aragon. Ici sur le côté. J'arrive sur le côté. Donc cette insistance sur les sommeils, c'est-à-dire les images produites sous hypnose, est en fait un emblème de la recherche quasi scientifique que les surréalistes voulaient mettre en place, mi-sérieusement, mi-ironiquement, pour travailler sur les images mentales. Donc, en fait, à partir de la lecture de Lautréamont et leur propre définition de l'image, les surréalistes concentrent toute l'attention sur la capacité de l'esprit à produire des images et à les absorber. Et Desnos était le meilleur d'entre eux, le plus grand compilateur d'images possible. Donc il se penche pour l'écouter comme on écoute un dieu qui serait, ou plutôt une Pythie qui serait inspirée par les dieux. Donc la révolution surréaliste va mélanger constamment les photographies, en l'occurrence de Man Ray, qui là sont des photogrammes d'un film de Man Ray, avec les récits de rêve, avec l'influence bien sûr de Freud. De nombreuses images sont mélangées, la photographie se mélange au poème, le poème au récit, le récit se mélange au dessin. Et on a dans toute la révolution surréaliste une série d'improvisations graphiques, et notamment les merveilleux dessins d'André Masson. Je ne sais pas si André Masson vous est connu. André Masson, c'est un des plus grands dessinateurs de l'époque, et il est resté très proche d'Aragon toute sa vie, très proche aussi de Lézard Triolet, avec cette technique qu'on appelle la technique du dessin automatique, qui consiste donc à laisser partir la main où elle veut. L'influence de Chirico aussi a été importante dans cette atmosphère de rêve et de mythologie moderne, bien avant que Dali arrive avec sa folie, bien avant que Artaud aussi arrive. Donc la période surréaliste produit de nombreuses définitions de l'image, avec une volonté de dépasser la question virtuelle de l'image pour faire en sorte qu'on pense l'image comme un élément d'accès au réel. Donc à la fin de cette période de 1926, Aragon commence à se politiser très fortement.
Il est celui qui, dans la Révolution surréaliste, écrit les textes les plus durs et les plus caricaturaux sur le matérialisme dialectique, par exemple. Dès 1929, Aragon annonce que la première cible, ce sont les flics. Bien avant d'écrire son poème où il demandait qu'on tue les flics, qu'on tue aussi Léon Blum, enfin qu'on tue toute la social-démocratie, Aragon transite progressivement, tout en continuant à penser à la question de l'image, vers un combat politique de plus en plus fort. Mais on est en 1926 tout de même encore sur une fascination pure pour l'image. Je vous dis juste un petit extrait là, du discours d'imagination. D'une illusion à l'autre, vous retombez sans cesse à la merci de l'illusion en réalité. Je vous ai tout donné pourtant. Qu'avez-vous à désespérer de ma lanterne magique ? Je vous réserve une infinité de surprises infinies. Entre cette phrase 1926 et le premier roman réaliste d'Aragon, Les Cloches de Bâle, il y a une métamorphose, il y a une transformation de la pensée de l'image, mais elle est toujours là pour déclencher le roman. Je ne sais pas si vous connaissez le roman Les Cloches de Bâle, 1934. C'est un roman que j'étudie encore avec mes étudiants à Poitiers, parce que c'est un des premiers romans vraiment féministes de l'histoire de France. C'est un roman sur la femme. Et c'est un roman sur la femme libre politiquement, libre sexuellement, et qui sait trouver dans le monde réel des appuis. Et en l'occurrence, le personnage de Catherine, qui est un des grands personnages des Cloches de Bâle, va évoluer de l'anarchie vers le communisme. Et à la fin du roman, il y a une partie qui s'appelle Clara, et qui est un hommage à Clara Zetkin. Et la fin de ce roman se positionne sur une photographie révélée par un espion. En fait, un espion suit Clara Zetkin à Bâle, c'est un congrès pacifiste en 1912, et il la photographie dans la rue, comme font les espions pour suivre les militants dangereux pour le pouvoir. Et donc cette Clara Zetkin va être photographiée par un petit Kodak, là c'est juste pour illustrer le petit Kodak, et cette fin de roman est très complexe parce que Aragon essaye de penser le moment historique de 1912, qui est un moment où les pacifistes communistes, enfin pas communistes, mais disons marxistes, et les pacifistes socialistes se réunissent pour tenir de grands discours pacifistes contre la guerre. Et dans Les Cloches de Bâle, Aragon condamne cette attitude en disant que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et que les orateurs ne voient pas que ce n'est pas Jaurès l'avenir, c'est Clara Zetkin. Et dans ce passage très complexe, il y a un jeu entre la photographie de Clara Zetkin et les yeux de Clara Zetkin. Je vous lis juste ça. Dans la nuit qui précéda le congrès de Bâle, à l'hôtel des Trois Rois, un espion avec un zèle du débutant développe dans sa chambre une photo de Clara Zetkin qu'il est arrivé à prendre l'après-midi dans la rue. Il se penche sur la cuve, il est terriblement intéressé parce que c'est la première photo qu'il fait avec le petit appareil que lui a remis M. Sauvebon de la Genève, dissimulé dans le pommeau de sa canne. Le cliché est minuscule, mais net, et il est aisé de l'agrandir. L'homme se penche sur la cuve et il voit apparaître l'image de Clara Zetkin. Voilà, il voit apparaître l'image de Clara Zetkin qui ira figurer dans un dossier de police au 2e bureau du ministère de la Guerre, etc. Mais cette révélation, le mot révélation en français signifie plusieurs choses, mais c'est un terme qu'on utilise en photographie. Quand vous plongez le papier qui a été exposé dans l'acide, vous avez une révélation. Donc c'est une manière de faire apparaître un personnage romanesque très original, qui est un personnage réel, un personnage historique, et ça va permettre ensuite au narrateur de présenter les yeux clairs de Clara comme les yeux de l'avenir. Tu croyais qu'avec 2 ou 3 comparaisons, j'avais épuisé ce que j'ai à dire de ses yeux, quand ce sont vraiment les yeux de cette vieille femme, tous les yeux des femmes de demain, la jeunesse des yeux de demain. Avant que j'ai épuisé les images du ciel et les métaphores marines, avant que dans les abîmes et dans les clartés, j'ai pris tout ce que j'ai pu utiliser pour te donner une petite idée de ce qui peut se dire de ces aurores qui s'ouvrent sur le XXe siècle, comme des fenêtres dans l'ignorance et dans la nuit, tu devras te rendre lecteur. En fait, les yeux de Clara annoncent les yeux d'Elsa. Les yeux de Clara Zetkin, ce sont les yeux de l'engagement entier dans le combat communiste, disons, marxiste. Et cet engagement, se synthétise dans les yeux de Clara, qui sont des fenêtres sur l'avenir. Donc vous voyez comme Aragon joue de cette question de la photographie, de l'événement historique, du regard et des yeux de l'objet photographié. Cette technique et cette fascination pour la photographie comme métaphore de l'avenir, Aragon va l'utiliser étrangement, dans un autre sens, à la fin du monde réel.
La fin du cycle du monde réel s'appelle Les communistes. C'est un roman que Aragon a écrit et publié entre 1949 et 1951 pour raconter le combat de la résistance communiste et notamment des femmes communistes pendant la drôle de guerre entre 1939 et 1940. Il y a un final dans Les communistes qui est très beau et qui montre que l'individu est perdu dans l'histoire et ne peut pas comprendre l'intégralité de la mémoire collective qui est en train de changer. Et Aragon va réécrire ce passage en 1967 en utilisant ce tableau de Bruegel pour décrire la catastrophe de Dunkerque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette catastrophe, mais nous, en France, on la connaît bien. C'est l'image de la défaite de l'armée française en juin 1940. L'armée allemande a entouré l'armée française en 3 semaines. 3 semaines. Et l'armée française a reflué vers les plages du nord de Dunkerque et ont été massacrés par les fameux Stuka allemands qui bombardaient les plages du nord de la France. Et Aragon, qui était à nouveau soldat à cette époque, a vécu les bombardements allemands sur les plages de Dunkerque. Et il essaye en 1949 de décrire cette scène avec des éléments photographiques. Et en 1967, il réécrit ce passage en disant « la photographie est insuffisante ». Et il écrit à propos de Bruegel l'Ancien « Et cette image qu'il nous a laissée, je jure Dieu qu'elle est la photographie de Dunkerque ». Elle est la photographie de Dunkerque. Voici ce tableau que vous connaissez, l'enfer de Bruegel, magnifique fresque, danse de la mort, massacre. Effectivement, le paysage, tout à coup, qui était très documentaire dans l'écriture première, dans la seconde écriture, on passe sur la peinture. Que s'est-il passé entre 1951 et 1967, lorsque Aragon ajoute cette description bruegelienne de l'histoire? Eh bien, il y a toute une réflexion sur la mémoire collective. Connaissez-vous Maurice Halbwachs? Maurice Halbwachs, sociologue, oui, élève de Durkheim, et inventeur de la notion de mémoire collective. Aujourd'hui, nous sommes habitués à cette notion, mais elle est paradoxale. Mémoire collective, c'est étrange. Et Maurice Halbwachs est mort dans les camps de concentration en 1945, au même moment que Robert Desnos. Et de nombreux ouvrages de Maurice Halbwachs ont été publiés après sa mort, en 1950, au moment où Aragon écrit Les communistes. Alors j'ai fait des recherches sur les interactions entre Halbwachs et Aragon. Il n'y a pas de contact direct, mais leurs pensées se rejoignent sur l'idée de la construction de la mémoire collective dans l'espace mental. Et à partir de ce moment-là, enfin c'était déjà le cas avant, mais Aragon va concentrer son écriture autour de la notion de mémoire collective. Comment se construisent en nous des images qui passent par le groupe, par le collectif. Et à partir de cette réflexion, on peut considérer aussi que ce travail a déjà été fait par Aragon dans la poésie de la résistance. Il y a un lien en fait entre les yeux de Clara Zetkin et les yeux d'Elsa, qui sont ici utilisés comme métaphore pour créer des images de résistance. En 1940, la France considère que la civilisation française est morte, que c'est terminé, qu'il n'y a plus rien. Il ne reste plus qu'à essayer de témoigner du prolongement de l'esprit français. À l'époque, on parle de civilisation française. Giraudoux, par exemple, le grand écrivain Giraudoux, dramaturge, parle de civilisation française. Et l'obsession de ceux qui entrent en résistance, comme les communistes, mais aussi les gaullistes, c'est de maintenir la culture française coûte que coûte. Donc ça va passer par la poésie, ça va passer par Les yeux d'Elsa en 42, Brocéliande en 43, et puis la Diane française un peu plus tard, avec la volonté de créer des images. Ici, je peux vous lire cette allusion à l'image et au témoignage. Donc ce sont des alexandrins. « Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche, par où se produit le miracle des rois, lorsque le cœur battant ils virent tous trois le manteau de Marie accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mai des mots, pour toutes les chansons et pour tous les hélas, trop peu d'un firmament pour des millions d'astres, il leur fallait tes yeux et tes secrets gémeaux. L'enfant accaparé par les belles images écarquille les siens moins démesurément. Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens, on dirait que l'averse ouvre de fleurs sauvages. Il advint qu'un beau soir l'univers se brisa sur des récifs que les naufrageurs enflammèrent, mais je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa. Et si on décrypte en fait toute la logique de l'image chez Aragon, eh bien on trouve un appel à la résistance directe, c'est-à-dire créer des images qui permettent au peuple français de tenir.
Et son ami Pierre Drieux-La Rochelle, je ne sais pas si Pierre Drieux-La Rochelle vous dit quelque chose, en France, c'est un immense écrivain dans les années 30, un proche d'Aragon, un frère, presque un amant, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre eux, mais ils étaient très proches. Et Pierre Drieux-La Rochelle a basculé ensuite vers un culte du fascisme et du nazisme, et c'est devenu un des collaborateurs français les plus puissants. Et il a reconnu dans ce poème, dans l'écriture d'Aragon, un appel à la résistance. Il a donc demandé qu'on arrête Aragon, qu'on le fusille. C'est ce poème-là, justement, crypté autour de l'image, dit bien le travail d'Aragon là-dessus. Donc là, je vous passe ce détail, ce texte qui est un peu long, mais Aragon a théorisé cette question après la guerre à partir de l'image comme fixation d'une mémoire mythologique, notamment les images religieuses et les images nationales. De même ici, des questions d'images et de chansons, et que les images sont peut-être plus puissantes encore que la poésie elle-même. Donc cette période de la résistance, puisqu'Aragon n'a cessé d'écrire des poèmes de témoignages, d'invitation à la résistance, il a coordonné la résistance intellectuelle en zone sud, et il a été le premier grand témoin des massacres allemands, notamment dans un texte qui s'appelle « Le témoin des martyrs ». Est-ce que vous savez ce que signifie martyr en grec ? Martyr, martos, pas d'hellénisant parmi vous ? Eh bien, le martyr, c'est le témoin. Le philosophe Pascal en parle dans les Pensées. Je ne crois que les témoins qui se feraient égorger. En fait, le martyr, c'est celui qui témoigne de sa foi jusqu'à la mort et qui, par sa mort, atteste la qualité, la force de sa croyance, de sa foi. Donc, être témoin des martyrs, c'est être témoin à deux niveaux. C'est témoin du témoignage. Donc, le témoin des martyrs, qui est devenu Aragon en 1942, écrit par ailleurs des poèmes qui sont des invitations à la résistance, mais aussi des poèmes qui sont l'incarnation d'une permanence nationale. Ce message de la résistance, Aragon va pouvoir le déployer dans ce que j'ai appelé l'imagier géant, bien après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà dans le livre l'exemple de Courbet en 1952, où le livre d'images est un prétexte pour réfléchir sur l'art national. En effet, après la guerre, Aragon va s'investir complètement dans la presse, dans l'écriture de presse. Toute sa vie, Aragon a été journaliste. Et ça a été aussi un formidable éditeur d'images. C'est un virtuose de la mise en page. Ici, dans ce numéro tardif, on le voit encore. Il y a dans les lettres françaises constamment un équilibre du texte et de l'image qui renvoie en fait aux revues surréalistes. Aragon a été directeur de plusieurs journaux dans sa jeunesse, mais aussi avant-guerre, il a été directeur d'un journal qui s'appelait Ce Soir. Et après-guerre, il va s'occuper de la revue Art des lettres françaises, qui est un journal issu de la résistance. Il a été fondé par Jacques Decour, qui est un professeur d'allemand, qui a été fusillé par les Allemands. Et les lettres françaises, vous voyez que le mot française est en italique, veut maintenir la résistance au-delà de la guerre. C'est-à-dire que la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. Et le combat se fera par la presse, par l'image, par les textes. Donc ici, vous avez simultanément, et c'est un révélateur des années 60 aussi, un hommage à Tzara, par Aragon, et à côté, une réflexion sur l'optique cinématographique des années 60. Cette page qui est derrière moi sur le diaporama est un exemple de la structure des lettres françaises dans les années 53-54. Et ici, les lettres françaises rendent hommage à Gustave Doré avec le titre « L'imagier géant ». En fait, les lettres françaises ne cessent de faire allusion à cette idée que la presse est un imagier et que cet imagier rend la réflexion accessible, populaire. Donc il y a une sorte de mise en abîme ici, à travers Gustave Doré, de la structure même des lettres françaises qui fonctionne comme un damier permanent de textes et d'images. Il y a une autre mise en abîme que vous allez sans doute repérer si vous connaissez le peintre Watteau. Ce tableau doit vous dire quelque chose. Il est très connu en France et c'est l'enseigne de Gersaint qui... alors là, donc nous avons un problème de projecteur, mais vous devinez l'enseigne de Gersaint qui est un des tableaux les plus célèbres de Watteau, dont Aragon a réclamé en 1946 le retour en France, en demandant au peuple allemand
parce que c'est issu d'un pillage de l'Allemagne. Il demande aux Allemands de rendre ce tableau qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas la mémoire collective française. C'est un argument un peu violent. Et finalement, le tableau est toujours à Charlottenburg, près de Berlin. À Berlin, il n'est toujours pas revenu. Il est d'ailleurs coupé en deux aujourd'hui. Alors l'enseigne de Gersaint, c'est donc un tableau célèbre où on voit un peintre représenter des tableaux avec une mise en abîme assez importante. Et dans les lettres françaises, il y a une rubrique qui s'appelle « À l'enseigne de Gersaint », qui met à nouveau en abîme la question du damier des images et de la reprise des galeries. De même ici, la poésie et l'image se conjuguent constamment. Alors cette manière de faire, cette manière de projeter de l'image pour créer de la mémoire collective, notamment ici dans les années 50, un combat pour la paix, un combat contre les massacres maintenus par les puissances coloniales, eh bien cette pédagogie de l'image et cette politique de l'image va se retrouver aussi au niveau structurel dans deux recueils poétiques, notamment le roman inachevé, que vous connaissez peut-être, de 1956, et Les poètes de 1960. Dans le roman inachevé, il y a un poème qui évoque l'Italie des années 20 et des années 30, où le narrateur, la voix narrative, s'exclame « Silence, on continue, seconde vue ». Et Aragon fait un jeu de mots, donc seconde vue, comme on fait pour projeter un diaporama, pour projeter des diapositives. Cette manière de structurer le poème dans le roman inachevé fait allusion à nouveau à la lanterne magique. Autrement dit, en 1956, Aragon revient sur des structures optiques des années 20. Donc seconde vue, cela permet de créer un jeu de mots qui est celui de la plaque de verre. Je ne sais pas si vous le comprenez en français. Le poème est une plaque de verre. Verre que vous écrivez VE2RE, le verre transparent comme une vitre, ou le verre que vous écrivez VERS, comme pour dire un poème. Donc la plaque de verre qu'on fait passer devant le système optique, c'est le poème. Donc il y a là des jeux de mots très intéressants de la part d'Aragon, qu'on retrouve dans les poètes, où Aragon va un peu plus loin dans la métaphore en disant « Ici commence le spectacle à la lanterne magique ». La poésie, c'est une projection. La poésie, c'est encore de l'image, et le poème, le recueil, l'édition elle-même est considérée comme un spectacle. Donc commence ensuite le spectacle à la lanterne magique. Tout ceci se fait dans les années 56-60, à un moment où Aragon revient à la surface, après avoir traversé ce qu'on a appelé une période stalinienne, où il était complètement ostracisé, la critique française ne voulait plus du tout le voir, et à partir de 1956, il revient en gloire avec le roman inachevé, de manière spectaculaire, et avec les poètes également. C'est une époque où Aragon réfléchit sur la question des musées. Dans les lettres françaises, dans le journal Les Lettres françaises, Aragon ne cesse d'évoquer la question des musées. Et il s'aligne en fait sur l'idée du musée imaginaire d'André Malraux. Alors il faut que je dise un mot d'André Malraux. Est-ce que Malraux vous est connu ? Je pense que sa réputation est mondiale. Il a en fait commencé auprès des communistes dans les années 1930. Il s'est battu en guerre d'Espagne, plus ou moins sérieusement, mais enfin il a fait quelque chose. Il a essayé de trouver de l'argent pour soutenir les républicains espagnols. Il était proche d'Aragon, au moment où Aragon était proche de Gide. Je ne sais pas si vous connaissez cette période française où vous avez Aragon, Gide, Malraux et bien d'autres qui sont réunis dans le congrès des écrivains révolutionnaires. Et puis Gide, en 1936, va divorcer d'Aragon, parce qu'ils étaient un peu amoureux tous les deux, puisque Gide va revenir avec un texte très violent contre l'URSS, qui s'appelle « Retour de l'URSS ». Et ça va déclencher la rupture avec Aragon. Et Malraux, lui, va évoluer pendant la Seconde Guerre mondiale et va se rapprocher du général de Gaulle, qu'il va rejoindre à Londres. Et lorsque le général de Gaulle quitte le pouvoir, Malraux quitte le pouvoir aussi, puisque Malraux et de Gaulle sont vraiment liés. Et Malraux traverse des drames personnels très, très intenses, de deuil, et il se met à écrire une œuvre qui s'appelle « Le musée imaginaire », qui est un livre dans lequel il imagine un musée de l'art mondial. Et il le fait en relation avec un discours qu'il a prononcé en 1946 devant l'UNESCO, où il dit « Si nous voulons éviter que des conflits mondiaux explosent à nouveau, il faut que nous essayions de créer une culture mondiale. Une culture qui permette le
par l'image notamment, de créer du lien, de créer des interférences, de créer une sorte de comparatisme général qui nous rapproche. Donc le musée imaginaire, c'est un livre qui compare les œuvres du gothique français aux œuvres, par exemple, du Moyen-Âge indien ou du bouddhisme. Et ce texte est vraiment très beau, très illustré. La même logique existe chez Aragon, dans ce texte qui est fantastique, correspond à la réconciliation entre Aragon et Cocteau. Cocteau, vous savez, son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale n'a pas été très net. Cocteau a été proche des Allemands de l'occupation, et donc il a été vraiment considéré, non pas comme un collaborateur, mais enfin voilà, quelqu'un de pas très net. Et pourtant, Aragon va se réconcilier avec lui, et ils vont avoir un entretien tout à fait fascinant sur le musée de Dresde. Les armées anglaises et américaines ont massacré la ville de Dresde. Il y a eu 200 000 morts, je crois. 200 000 morts. Et toute la ville a été rasée, détruite, comme de nombreuses villes en Allemagne. Et au moment, en 1957, où le musée de Dresde est reconstruit, on demande à Aragon et Cocteau de proposer des œuvres. Et ça donne l'occasion d'articles dans les lettres françaises qui vont se transformer donc dans Entretien sur le musée de Dresde. Donc on voit que la mise en image et le livre d'images est une question obsessionnelle chez Aragon. Créer du musée imaginaire, créer de la culture à travers les livres d'images, ça va rester toute sa vie une sorte de permanence créative. On le voit dans la Semaine Sainte. Alors je vous recommande aussi... Alors je passe par-dessus les grands textes que sont Aurélien, par exemple. Je pense qu'il est trop connu pour que j'en parle, mais La Semaine Sainte est moins connue. Et c'est un roman sur l'histoire et sur la peinture. Le point de vue est celui du peintre Géricault, du peintre français Géricault, qui observe les derniers combats de Napoléon en 1814-1815 à travers une optique picturale. Et lorsqu'on a demandé, c'est un roman très long qui doit faire 800 pages, où Aragon essaye de faire se superposer l'image individuelle du peintre et l'image collective du drame. Comment faire pour que les deux images se superposent ? Eh bien, il utilise la peinture et il dira dans un entretien qu'il a essayé d'écrire à la manière dont la musique crée de la stéréophonie. La stéréo, c'est donc, vous savez bien, l'arrivée de deux sons simultanés qui vont faire un relief sonore. Eh bien, dans la Semaine Sainte, Aragon essaye d'écrire en stéréo, mais en sens graphique, au sens métapictural du terme. Donc ça en fait là aussi un roman fantastique, au sens fort et léger, de réflexion sur l'image dans son rôle de descripteur de la perception de l'histoire. Ce qui intéresse Aragon au fond, c'est la formation de l'image dans la conscience. Comment se fonde une image collective ? Comment se fonde une image politique ? Quels sont les mystères de cette création ? Il fait allusion à plusieurs reprises à ce qu'on a appelé la polyvision chez Abel Gans. Abel Gans, vous connaissez peut-être, grand réalisateur, qui a tourné notamment en 1927 un Napoléon. C'est le premier réalisateur cinéaste, Abel Gans, qui a projeté son film sur 3 écrans en simultané. Alors il y a eu plusieurs versions de ce Napoléon qui existent aussi en monovision, mais vous avez un exemple ici de ce qui a été fait dans les années 27, mais aussi dans les années 37, 57. Enfin, il y a eu plusieurs tentatives pour que ce film d'Abel Gans voit le jour dans son état originel. Et vous voyez en haut un dispositif en triptyque. En fait, Abel Gans voulait faire beaucoup plus. Il voulait que toute la salle soit prise. Mais à l'époque, seulement 3 écrans étaient possibles. Et vous voyez les caméras aussi qui sont là, qui font penser aux outils utilisés par Vertov dans L'Homme à la caméra, qui sont des caméras donc non pas en 3 dimensions, mais en 3 visions. Cette notion de triptyque permet à Aragon aussi de penser sa propre trajectoire politique. La trajectoire politique d'Aragon, qui a maintenu contre vents et marées le génie du communisme, dans les années 50-60, Aragon commence à prendre du recul et à expliquer que la perception politique qu'on peut avoir d'un événement dépend quelquefois de 3, 4 ou 5 écrans en simultané. Et que on ne peut pas comprendre tout ce qu'il a fait sans concevoir que la perception de l'histoire et de l'engagement politique ne se fasse à travers plusieurs visions simultanées. Il y a aussi, alors je crois que c'est justement, alors l'écran du bas, c'est un panorama d'Abel Gans également, qui était l'objectif à atteindre. Dans le Napoléon d'Abel Gans, vous avez quelquefois une image unique, quelquefois 3 images et quelquefois des grands panoramas comme ça. Et c'est exactement ce que Aragon a voulu faire dans
la Semaine Sainte, mais aussi dans la réécriture des communistes, vous savez, avec la photographie de Bruegel. Donc les influences, vous le voyez, viennent de très loin et permettent à Aragon d'écrire une sorte de roman qui est un roman d'aveu. Alors je crois que j'ai pris l'image à droite pour l'illustration. Je crois que c'est en polonais. Ici, c'est une traduction polonaise d'un texte qui a été celui par lequel j'ai découvert Aragon, avec un grand étonnement, puisque mes professeurs ne m'avaient jamais parlé d'Aragon, sauf comme le grand résistant, comme le poète, le roman inachevé. Et quand j'ai lu La Mise à mort, je suis tombé de mon fauteuil. Et je suis resté par terre pour le lire. J'ai lu toute la nuit. Parce que La Mise à mort est un roman extrêmement moderne. C'est mieux que le nouveau roman. C'est beaucoup plus puissant. C'est un roman européen. C'est un roman sur la littérature anglaise, allemande, italienne. C'est un roman sur Hölderlin. C'est un roman sur Lewis Carroll. C'est un roman sur Goethe. C'est un roman sur Schiller. C'est un roman qui brasse toutes les cultures européennes et qui essaye de repenser l'engagement communiste de 1930 et l'occupation allemande. Donc la mise à mort, c'est aussi la mise à mort de l'ancien Aragon et la bascule dans un système optique extrêmement complexe qui va être illustré par l'intertexte de Lewis Carroll, mais aussi par les dessins de Tenniel. John Tenniel, vous connaissez peut-être ces dessins qui illustrent souvent Alice au Pays des Merveilles. Et ici, dans la mise à mort, la grande métaphore, c'est celle de la traversée du miroir, qui est l'autre grand titre de Lewis Carroll. Donc Aragon joue dans la mise à mort de la question de la construction de l'image de soi dans l'histoire. La construction de l'image de soi dans l'histoire, avec les effets de bascule, je ne peux plus reculer, bon tant pis, et de narcissisme également, bien sûr, là vous avez une image de Narcisse, mais cette conjonction de l'intertexte carolien et des représentations du miroir dans tout le roman font de ce roman un gigantesque système optique, à nouveau. La Mise à mort, c'est un roman du miroir, de la glace sans teint, vous savez, ces glaces derrière lesquelles on peut être sans être vu, et il y a donc là aussi c'est de la grande période post-structuraliste avec les notions de réflexivité, de spécularité. Et Aragon joue aussi avec cette tendance. C'est la grande période, je ne sais pas si je suis en retard, faites-moi signe si je déborde, ça va pour le temps? Ça va? C'est la grande période, toujours directeur des lettres françaises, où Aragon va composer des livres absolument splendides. Des écritures qui mêlent l'écriture manuscrite, l'écriture typographique et l'illustration. Et notamment, je vais en parler tout à l'heure, c'est un peu dans le désordre, notamment en travaillant sur l'illustration. Elsa Triolet a demandé à Aragon dans les années 62-63, parce qu'elle se sentait fatiguée, qu'ils soient publiés ensemble, pour que l'œuvre d'Elsa Triolet ne soit pas séparée de l'œuvre d'Aragon. Elle savait bien, Elsa Triolet, qu'elle serait oubliée. Elle le savait, son intelligence lui disait. Et elle a demandé à Aragon, avant de mourir, de croiser leurs œuvres. Et cela a donné naissance à une collection que vous avez aperçue ici avec les illustrations, une collection qui s'appelle Les œuvres romanesques croisées. Un roman d'Elsa, un roman d'Aragon, un roman d'Elsa, un roman d'Aragon. Donc c'est un très beau projet, évidemment, très émouvant, et dont on voit ici une édition pour Aragon en tout cas. Et à partir de ce travail sur l'illustration, en fait, donc les œuvres romanesques croisées sont illustrées de nombreuses photographies qui viennent souvent des lettres françaises. Aragon réutilise tout son métier d'éditeur d'images au profit de l'édition du couple. Et donc c'est très étonnant ce qu'ils font, ils se joignent par l'image, ils se parlent par image interposée dans un... Alors ça fait, je sais pas, ça doit faire 2 mètres, 3 mètres de long, cette édition des œuvres romanesques croisées. Donc vers la fin de cette période, en 1969, Aragon écrit un texte autobiographique qui s'appelle « Je n'ai jamais appris à écrire » ou les incipit. Ou les incipit, ou les incipit, comme en latin on dira incipit, je ne sais pas. Les commencements. C'est un livre sur les commencements. Comment est-ce qu'un écrivain commence? D'ailleurs, il cite Racine. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Un vers des plaideurs de Racine. Ce que je sais le mieux, c'est mon commencement. Et dans Je n'ai jamais appris à écrire ou les incipit, il y a, comme vous le voyez ici sur la couverture, des illustrations d'artistes contemporains et Titus Carmel en l'occurrence, et à droite du manuscrit, de l'écriture manuscrite. Et donc ce mélange chez Aragon correspond à un idéal du langage supérieur.
Le langage supérieur, c'est le moment où on ne distingue plus l'écriture de la peinture. Le moment où on ne distingue plus l'écriture de la peinture, c'est pour lui le grand temps des hiéroglyphes égyptiens. Et il ne cesse en fait de travailler le produit, l'objet éditorial pour que le texte se confonde avec le dessin. D'où sa fascination pour le dessin plus que pour la peinture d'ailleurs. Chez Aragon, c'est le dessin qui compte, c'est lui qui est en prise réelle sur le monde et en prise sur l'écriture. C'est aussi une période, alors excusez-moi de dire mon admiration, mais ce genre de livre, il y en a un par siècle. Celui-ci s'appelle Henri Matisse Roman. 800 pages de texte sur Henri Matisse, qui remonte à 1942 et qui va jusqu'en 1971. Henri Matisse Roman, un des plus grands livres sans doute jamais écrit sur Matisse, qui est un portrait et un autoportrait. Autrement dit, Aragon se regarde dans Matisse. Donc c'est tout à fait étonnant comme système, avec de nombreuses métaphores, notamment celle que vous apercevez ici à gauche, ce tableau de Matisse qui est magnifique, qui est un bleu avec un vrai noir. C'est un tableau de 1914 que Aragon utilise pour expliquer le destin de la France en 1940. Pour lui, c'est l'image de la France en 1940. Voilà. Et il explique aussi que Matisse a anticipé sur le drame du XXe siècle. Et qu'en fait, il est bien possible qu'à chaque génération, les fenêtres de nos maisons ouvrent sur de la nuit. Donc c'est vraiment très, très fort, je trouve, de sa part. Alors, dans ce Henri Matisse roman, Aragon publie, et j'y tiens parce que c'est important pour la question qui va suivre, Aragon publie des portraits de lui par Matisse. En 1942, pendant l'occupation allemande, la plupart des écrivains qui ne sont pas partis aux États-Unis descendent dans le sud de la France, et notamment à Nice, près de l'Italie, vous voyez, tout au sud de la France, à droite. Et dans ce refuge où Aragon est avec Elsa Triolet, il rencontre Matisse qui est là, tranquille, si je puis dire, qui peint, qui dessine, et qui fait des séries de fusains. C'est la période où Matisse fait des séries. Et Aragon, volontiers, va se prêter au jeu. Matisse va faire des centaines de dessins d'Aragon et des centaines de dessins d'Elsa Triolet, qu'il va ensuite afficher, oui, vous le voyez bien à droite, en de longues séries chez lui, dans son hôtel particulier de Nice, avec des séries de portraits dont Aragon dira qu'ils font comme du cinéma de la sensation, un cinéma de la sensation. Et il ira même jusqu'à dire qu'il s'agit presque d'un dessin animé. Et en fait, en vérité, lorsqu'on regarde ces séries de portraits, on voit qu'ils bougent. On a l'impression d'avoir une sorte de flipbook, vous savez, et cette manière de dessiner chez Matisse le fascine complètement. C'est à la fois fixe, et chaque image contient sa suite, potentiellement. Ce système de séries, il l'utilise déjà dans les lettres françaises, avec des séries de portraits, et là, il le rencontre chez Matisse. C'est une époque aussi où Aragon travaille sur les collages. Dans le numéro que vous avez, il y a un hommage à Jiri Colarge. Est-ce qu'on peut le voir? Je remonte sur la scène pour le son, merci. Je ne sais si vous connaissez, je ne sais pas comment on prononce exactement ce nom. Je suis allé à Prague pour apprendre à prononcer ce mot. On m'a dit non, pas Jiri Kolar, Jirji Kolarge. Je ne sais pas comment vous dites, vous. Jirji Kolarge. Jiri Kolar. Je ne sais pas comment vous le dites, vous. C'est un immense artiste pragois, tchèque, qui est ici présenté par Aragon comme un immense auteur, un immense collagiste, justement en relation avec Matic dans ce numéro, Dušan Matic, qui fait aussi des collages. Et donc il y a cet autre article sur Jiri Kolarge qui travaille sur la décomposition de l'image. Alors, est-ce que je vais réussir à vous trouver ça? Oui, vous n'allez pas voir grand-chose malheureusement. Je vais juste vous montrer la manière dont la page est structurée. Voilà. Ici, à gauche, vous avez les collages très denses, très compliqués, qui ressemblent déjà aux fresques de cartes postales d'Aragon plus tard. Et cette fresque de Jiri Kolar, ce collage extrêmement dense, est fait de bouts de presse, de publicité, etc. Et en bas, vous avez aussi la technique de Kolar qui consiste à découper une image, de prendre plusieurs fois la même image, de la découper et de la décomposer en fait, comme s'il y avait un prisme. Et juste à côté, vous avez une autre page sur l'art contemporain qui pousse encore plus loin la logique de la fragmentation et de la série, ici comme une sorte de code barre. Ici.
Donc quand on voit et de loin c'est encore plus spectaculaire je pense, quand on regarde la manière dont les lettres françaises travaillent la mise en page, on comprend qu'Aragon est partout. Et de fait, je l'ai vérifié, il contrôlait toute la mise en page et les jeux entre les images et les jeux de sens entre les images d'une rubrique à l'autre. Donc cette époque des années 60 est une période où Aragon travaille sur ce que c'est que l'écriture, la manière aussi de la confondre avec la peinture ou le signe. Et depuis les années 30, en fait, Aragon réfléchit sur le collage chez les auteurs qu'il connaît, ce qui va aboutir donc à une sorte de nouvelle forme d'écriture. Aragon, en vieillissant, va cesser de travailler sur l'auto-édition, notamment après la mort d'Elsa, il y a vraiment une rupture où Aragon change complètement de vie. Il change de vision, il change de comportement. Il va avouer ou dire simplement son homosexualité dans tous les journaux possibles. Il rencontre Jean Rista, qui est un auteur français qui devient son amant principal. Je dis bien principal, puisque vers 1974, autour d'Aragon, il y a 20 jeunes gens tous les jours. Et tous les étés, Aragon s'enferme dans un hôtel particulier à Toulon, dans le sud de la France. Voilà, il est entouré de jeunes gens, quelquefois très jeunes même. Et cette manière de vivre va aussi libérer chez lui un tempérament franchement iconiste, c'est-à-dire qu'il va vraiment travailler dans l'image de manière compulsive, et plus l'écriture chez Aragon descend, plus l'amour des corps masculins monte, plus l'image apparaît. Alors c'est d'autant plus étonnant que les murs d'images chez Aragon commencent à partir du grand portrait officiel d'Elsa Triolet. Il y avait chez lui, quand vous entriez dans l'appartement à Paris, un gigantesque portrait d'Elsa Triolet, en noir et blanc, le portrait qu'il y avait sur le cercueil. Et tout autour, les images commencent à partir comme ça, comme des chemins de fer, et donnent des résultats plus ou moins réussis, enfin souvent très réussis, qui sont des hommages à des hommes. Au poète Ritsos, par exemple, ou à d'autres amants qu'il a eus, d'autres artistes, aussi pas forcément des amants. Mais souvent, les murs de la rue de Varennes à Paris, dans son appartement de vieil homme, sont des hommages aux hommes qu'il a aimés ou qu'il veut aimer. Donc il y a beaucoup d'érotique dans son dispositif. Et donc je vais évoquer pour finir ce tombeau d'images. Là c'est un hommage, c'est un coin de mur qui est un hommage à Ritsos, et à ses dessins, ses poèmes, avec des lithographies, des poèmes, des articles, des livres aussi qui sont disposés. Et on sent que voilà, il y a toute une histoire d'amour qui est racontée. Et on aperçoit aussi des dessins, puisque c'est une époque où Aragon se met à dessiner de manière frénétique. Je vous montre juste ici. Ici, là, vous avez un dessin d'Aragon. Ouais, vous avez le micro sur la table. Pardon, oui. Ouais. Je sais pas si... Alors. 1, 2, oui. Donc ici, en fait, la composition est très rigoureuse. Vous avez toujours les punaises rouges qui apparaissent ici. Il y a des contacts de couleurs. Ici, vous avez des lithographies faites pour Ritsos. Vous avez ici un portrait d'Aragon. Je ne sais pas de qui il est, je n'arrive pas à l'identifier. Il y a les œuvres ici du poète, et puis divers états, divers portraits, dont un dessin d'Aragon. Aragon dessinait très mal, mais tant pis, il dessinait. Et il a inclus cette représentation dans l'ensemble. Et si on prend un peu de recul, on voit qu'au niveau des couleurs, le tracé est plutôt réussi, c'est extrêmement cohérent en fait. Et Jean Rista et d'autres témoins qui ont vu Aragon écrire ces fresques disaient qu'il travaillait toute la nuit, qu'il déplaçait telle carte postale, telle image pour obtenir un effet de tableau. Et en fait, si, en tout cas pour ce panneau-là, je pense que l'inspiration est d'ordre matisséenne. Vous savez, Matisse, à la fin de sa vie, ne pouvait plus peindre, donc il découpait des grandes formes de couleurs avec ses mains crispées. Et je pense que cette technique du découpage et de la mise en valeur des couleurs apparaît aussi chez Aragon. D'autres photos ici, où on est au-dessus de la tête du lit d'Aragon, qui est un ensemble extrêmement complexe d'hommages à des hommes politiques qu'il a connus, qui viennent souvent d'ailleurs des articles des lettres françaises. Et vous voyez que toute la tête du lit est couverte par des dizaines, voire des centaines de photographies qui sont à la fois des souvenirs politiques et des souvenirs privés. De même ici, en face de lui, sur la droite, là on est à la droite de son lit, vous reconnaissez peut-être ici Maurice Thorez, qui est une figure politique communiste, qui a dirigé le Parti communiste pendant très longtemps. Et à côté de Maurice Thorez, d'autres intellectuels, d'autres dirigeants du Parti communiste. Et puis ensuite, ici par exemple, un portrait d'Elsa Triolet par Matisse.
Donc on voit que le visage est un élément très important. On voit à nouveau une allusion à Ritsos ici. Énormément de cartes postales de voyage en Italie et en Grèce. Et puis voilà, Torres tout à coup. Antoine Vitez, je ne sais pas si vous connaissez le metteur en scène Antoine Vitez, disait que les visiteurs restaient devant ces murs avec beaucoup d'étonnement. Parce qu'en fait, on ne comprend pas. C'est très difficile à lire. Même ceux qui connaissaient bien Aragon disaient que ça restait mystérieux. Et Antoine Vitez disait, vous savez, j'ai été son secrétaire. Et je sais, moi, comment il a écrit certains de ses livres. Il mettait des images par terre, des illustrations, des portraits, et il marchait dedans. Il marchait jusqu'à trouver la solution. Donc ça m'a beaucoup frappé comme image, parce que ce sont des images qui sont au sol, cette fois-ci, et l'interprétation, la phrase, l'écriture, le rythme vient dans la marche, dans l'image. Et c'est très proche d'une image qu'on a de Malraux, justement, en France, lorsqu'il écrivait Le Musée imaginaire et ses suites. Il y a des photos pour un magazine qui s'appelle Paris Match, dans lequel on voit Malraux allongé dans les images. Donc il y a entre Malraux et Aragon un comportement tout à fait identique dans la recherche de l'écriture par l'image. Donc voilà un autre exemple de la cuisine. Cette fois-ci, vous apercevez ici la table à repasser. Et vous avez donc cette composition. Ici, vous avez Jean Rista et Aragon. Vous avez souvent des triptyques comme ça. Ici, un portrait de Rimbaud. Ici, un autre portrait de Ritsos. Des sculptures dont on voit ici qu'elles sont choisies aussi, alors pour Picasso ici à droite, mais aussi pour les couleurs. Les zones dorées, les zones jaunes se répondent. Donc il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une composition picturale. Il s'agit bien d'un collage travaillé. Même la lettre manuscrite ici, avec le scarabée ici, a été placée pour faire écho aux couleurs jaunes, dorées et mordorées de ce panneau, avec bien sûr intégration du temps dans le panneau. Donc ce sont des choses qui sont privées, bien sûr. Et j'ai redécouvert toutes ces cartes postales dans un carton, il y a 15 ans, avec beaucoup de tristesse. Et personne ne s'occupait de ces cartons. Ils étaient en train de moisir au moulin de Saint-Arnoux, dans une sorte de musée d'Aragon. Et avec d'autres personnes, nous avons essayé de refaire les murs. C'était très difficile de les refaire punaise par punaise, millimètre par millimètre. Et très émouvant aussi, parce qu'on sent qu'on manipule une sorte de correspondance. Parce que derrière les photos, il y a du texte. Souvent du texte adressé, des poèmes, des déclarations d'amour. Et c'est d'autant plus compliqué qu'Aragon, quelquefois, dessinait entre les images pour faire des jonctions. Donc on a un travail, c'est un travail éditorial, mais c'est aussi un travail de destruction. C'est un travail où il reprenait des illustrations anciennes pour les projeter sur les murs, pour sortir du problème éditorial du livre d'images. On n'est plus dans le livre d'images, on est dans autre chose, dans un manteau, dans une protection, quelque chose qui est une autre phase de la vie et une autre phase de l'édition. On pourrait appeler ça d'ailleurs une édition iconique de soi, une sorte de message testamentaire. C'est un testament, très clairement, c'est un testament. Et qui se déchiffre comme on déchiffre les hiéroglyphes des pyramides d'Égypte, comme dira Jean Rista très joliment. Donc cette image que je montrais tout à l'heure, on la voit ici d'un peu plus près. Ce qui me frappe quand on regarde ces panneaux, c'est un peu favorisé par le cadrage aussi, bien sûr. Le cadrage a tendance à renforcer encore cet effet. Mais on a un effet sériel, un effet de série. Les triptyques se répètent, les verticales se répètent, les diagonales se répètent. Et on a donc des effets ici de composition. Et bien sûr, l'effet rythmique de la punaise rouge. Et puis quelquefois des éléments de couleur tout simples, comme celui-ci, ici. Vous avez une punaise rouge, une flèche rouge, puis une nouvelle flèche rouge avec des effets d'interaction entre des zones de mémoire qui sont faites pour l'image et par l'image. Ici, vous avez une photo d'identité d'Aragon à 75 ans. Là, le bel Aragon à 70. L'Aragon quasiment mort ici. Peut-être Yves Montand là-haut. Marlène Dietrich ici, me semble-t-il. Et puis des grandes figures du Parti communiste associées donc au cinéma. Alors, qu'est-ce que signifie tout cela? Il y a du hasard, bien sûr, il y a du jeu, mais il y a aussi, je crois, une manière émouvante de travailler sur sa propre vieillesse, de travailler sur sa mémoire qui part en morceaux, et de faire de cette mémoire de vieillard encore de la création. Pour conclure, je voudrais vous présenter cet extrait des Incipit de 1969, dont j'ai parlé tout à l'heure. Je n'ai jamais appris à écrire ou les Incipit, dans lequel Aragon donc, présente sa propre écriture manuscrite
et présente Kandinsky, ce fameux damier de Kandinsky qui est très connu de ceux qui connaissent toutes les années 10, les années 20, toute l'évolution de Kandinsky, qui était spécialiste justement de la construction des signes graphiques, des alphabets graphiques, entre autres. Et donc, Aragon commente ce damier étonnant, dont vous voyez le principe de composition, avec des mises en abîme de structures ici, de structures en damier, de structures en ligne ou de structures en diagonale, qui fait penser justement au mur de carte postale. Voilà, voici le commentaire. Écrire ses secrets, dit Aragon, en faisant allusion à son enfance. En fait, il cachait des poèmes et des écrits dans des troncs d'arbres ou dans des marches d'escalier. Et en fait, l'enfant, dit-il, l'enfant que j'étais, avait le réflexe d'écrire et de cacher l'écriture. Donc l'écriture devient l'écriture des secrets associés à ça. Écrire ses secrets n'était pas qu'une idée d'enfant, c'est peut-être la clé de tout art qui se propose au-delà du langage, un langage à soi, la création de signes à la manière de Matisse ou à celle de Kandinsky. Donc voici la modernité, enfin les modernités réunies, avec une source au début du XXe siècle, Matisse et Kandinsky, c'est vraiment les origines, et un dépassement aussi du discours toujours favorable à l'art figuratif qu'Aragon a toujours eu. Tout à coup, on n'est plus dans le réalisme politique, on n'est plus dans le réalisme en art, on est dans la construction de signes, dans la construction de systèmes de signes qui rêvent dans l'idéal de fusionner l'image, l'écriture, pour créer un autre langage, même au-delà du langage, dans le silence. Je vous remercie. Merci. Merci de votre patience. Avant de passer le micro au public, je dois remercier Monsieur Vigier pour ce discours extraordinaire. J'aimais beaucoup, tout en ramant fort pour suivre de la complexité de ce discours. Et je sais que c'était encore plus difficile pour mes étudiants. Mais le sentiment que j'ai eu, qui est physique toujours, je ne veux pas que ça s'arrête. C'est extraordinaire et c'est magnifique. Ça m'a suivi tout le temps et c'est le meilleur signe que c'était quelque chose de vraiment bon. Et je pense que nous avons découvert quelqu'un d'extraordinaire ici. Aragon et Monsieur Luc Vigier aussi. Oui. Et donc, merci encore une fois. Et je vais donner la parole maintenant aux étudiants, à mes collègues aussi, et on va essayer d'allumer la lumière derrière. Merci. Oui, c'était très bien. Merci beaucoup. Je suis prêt. Alors, vous voyez que je suis allé très vite, évidemment, sur une œuvre gigantesque. J'ai choisi un chemin, celui de l'image, mais il est tellement important chez cet auteur, il est tellement central qu'il est une sorte de force qui rayonne du début à la fin. Alors, des questions toutes simples, si vous voulez, des questions... Oui. Qu'est-ce qui a poussé Aragon à écrire sur Matisse? Voilà une très bonne question. Aragon, lorsqu'il rencontre André Breton en 1917, est d'abord obsédé par l'écriture poétique, notamment Rimbaud, Lautréamont, Apollinaire. Et la rencontre, l'amitié entre André Breton et Aragon, elle vient de là. Elle vient de leur folie pour Rimbaud et Lautréamont, notamment, que personne ne lisait. Et c'est André Breton qui a entraîné Aragon vers la peinture. Breton avait déjà une grande expérience des galeries d'art, de la peinture. Et comme ils étaient un peu en concurrence tous les deux, Aragon est allé 10 fois plus vite, mais dans une autre direction que celle de Breton, qui a cherché toute sa vie l'art magique, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Aragon. Aragon va très vite s'intéresser à la sculpture, à la peinture, à travers Breton, et pour Breton, quelquefois. Il est allé repérer des œuvres africaines que Breton voulait acheter. Et puis, petit à petit, le premier intérêt qu'il a vu, qui a motivé son travail et sa démarche vers la peinture, c'est le collage, justement, la question du collage. Parce qu'il voyait dans le collage la même technique d'écriture que lui-même dans Anisset ou dans le Paysan de Paris. Et je vais vous dire autre chose, parce que j'ai oublié, je ne pouvais pas tout dire, mais Aragon a rencontré les films de Jean-Luc Godard,
dans les années 55-60. Il est tombé amoureux du film de Godard. Et il y a une interview d'Aragon où il explique que ce qui l'intéresse chez Godard, c'est qu'il écrit comme lui, Le paysan de Paris. Donc le même réflexe a lieu. Son intérêt pour le cinéma de Godard vient d'une parenté structurelle entre son écriture et l'écriture de l'image. Donc en fait, dès les années 30, Aragon écrit sur le cinéma, un peu sur la peinture, et lorsqu'il va devenir journaliste à l'Humanité, il va s'intéresser de plus en plus au dessin. Et c'est comme ça qu'il rencontre Matisse, les dessins de Matisse. Et voilà, là, il y a un coup de foudre incroyable dans les années 25-30. Et il va avoir la chance de rencontrer Matisse à cause de la guerre, en fait. Ils sont tous les deux à Nice. Matisse, il avait écrit à Matisse pour lui dire son admiration. Et Matisse lui a dit, venez, on va parler. Alors, il était très intimidé, évidemment. Quand il a rencontré Matisse, il tremblait comme un enfant. Et puis après, ils ne se sont pas quittés, en fait. Jusqu'à la mort de Matisse, ils se sont écrits. Et puis, il faut compter aussi l'influence de gens comme Éluard. Éluard qui est en contact avec toute la planète picturale, avec Gala, avec Dali, avec Max Ernst. Max Ernst, un géant. Donc, en fait, c'est un groupe. Il n'y a pas qu'Aragon qui s'était intéressé à la peinture. C'est Breton et autour de lui, tous les surréalistes qui cherchent Magritte, qui cherchent Dali, qui cherchent Picabia, et qui vont trouver dans le dessin un écho, un reflet de leurs propres préoccupations. Donc c'est très progressif chez Aragon. Si vous posez des questions, il faut prendre le micro pour que la caméra... Ah oui, on aura compris la question, je pense. Ouais. Par déduction, par rétro-déduction. Encore une question, oui. On voit que la clé de son art, c'est l'image, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'il y a une place de la musique? Parce que ces vers sont assez musicales, il y a de sonorité et tout ça. Donc, est-ce qu'on peut parler de la musique Il faut en parler. L'image, c'est une manière d'aborder des modèles, des métaphores d'écriture chez Aragon. L'image est elle-même métaphorisée. Elle est déclencheuse d'images et récepteur de langage. Mais la question du chant chez Aragon, elle se pose immédiatement. D'abord par la question du lyrisme, au sens fort, et même les poèmes qu'il écrit sur Charlie Chaplin sont lyriques. Ils sont mélancoliques et lyriques. Et ensuite, la question du chant, elle va être réellement thématisée dans certains ouvrages comme La Mise à mort, de 1965. Alors c'est tardif, hein, mais le rapport qu'Aragon a à la musique, il se fait par la poésie, par le vers, par la rythmique, par la scansion, mais il se fait aussi par l'idée que le chant est capable de sortir l'individu de lui-même. Et notamment le chant de l'écrivain, le chant de l'image. Il en fait une métaphore centrale au début de La Mise à mort, en disant qu'une femme qu'il a aimée, qui s'appelle Fougère, se met à chanter. Elle se met à chanter, tout à coup son âme change, pivote, et il devient autre chose, à tel point qu'il perd son image. Donc c'est compliqué. Il y a peut-être même concurrence entre le chant et l'image. Fougère chante et le personnage perd son image. Il bascule dans le monde réel. Tout est lié à l'image. Voilà. Oui, elle est toujours là. Mais la question du chant et de la musique, Aragon faisait un peu de piano, il était un peu pianiste. Quand il était jeune, il avait appris à jouer un petit peu de Wagner. Enfin, il n'en a jamais fait, il n'a jamais fait vraiment clairement allusion à ses talents de piano, puisque Elsa Triolet était bien meilleure pianiste que lui. Oui, justement. Voilà. Donc la musique, en termes de métaphore, elle existe constamment. Je pense qu'elle est induite par toute écriture poétique chez Aragon. Et moi, quand je dis des vers d'Aragon, je sens que c'est opéral, c'est de l'opéra. La lanterne magique et l'opéra sont compatibles, puisque les recueils poétiques sont structurés en épisodes, en actes, et que le démarrage, par exemple, dans Le Fou d'Elsa, je ne vous ai pas parlé du Fou d'Elsa, un gigantesque poème de 1963 qui rend hommage à la culture arabo-andalouse, ouvrage pour lequel il a appris l'arabe en 2 ans. Et cette manière de faire dans Le Fou d'Elsa correspond au principe de l'aria à l'opéra. C'est-à-dire qu'il y a une annonce globale des thèmes et ensuite il y a des chants. Chant 1, chant 2, chant 3. Donc la musique incarnée, elle est dans les recueils poétiques, notamment dans Le Roman inachevé, dans Le Fou d'Elsa et puis dans de nombreux poèmes de la Résistance également. Mais pour attendre la thématisation et la métaphorisation, il faut attendre les années 60. Merci. Je vous en prie. Oui, encore d'autres questions? Non?
J'aimais bien ce syntagme, le stupéfiant image, Oui. qui n'a jamais été aussi actuel qu'aujourd'hui, quand on est sous des vagues d'images. Partout Oui. on se tourne, Oui. et nos étudiants préfèrent de loin l'image au texte. Et ce ne sont pas seulement les étudiants, tout le monde. Aujourd'hui, l'image envoie des messages beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que le texte. Ça, j'aimais beaucoup ça, et votre explication sur là. L'autre, la culture globale. Toujours de l'actualité. Oui. La culture globale, est-ce que c'est aujourd'hui la culture américaine, occidentale, ou c'est quelque chose d'autre? Et sur les vampires et l'érotisation des vampires, j'aimais bien ça aussi. Mais est-ce que vous savez que le mot vampire vient du mot de langue serbe? Non, je pensais à Dracul, qui est plutôt de notre langue. Romain. Roumain, c'est ça? Ouais. Mais le mot vampire, c'est un des rares mots serbes qui sont entrés dans tous les dictionnaires, D'accord. grâce à des textes dans les journaux viennois qui racontaient ce que faisaient les paysans ici sous l'occupation autrichienne autour de 1730. D'accord. Et c'est comme ça que le mot vampire C'est apparu. est rentré dans des langues européennes, bien que les êtres qui suçaient le sang et vivaient du sang étaient connus depuis l'Antiquité. Mais le mot vampire a marqué le 18e et le 19e plus tard. D'accord. Et Bram Stoker a Ouais. continué sur cette ligne plus tard avec Dracul, qui est devenu plus connu Oui. que les vampires serbes, Oui. qui sont prédécesseurs. Oui. Est-ce que je peux rebondir sur la question de la mondialisation des images? Oui, bien sûr. En fait, les lettres françaises ont été, parce que les moyens techniques étaient possibles, on commençait à pouvoir faire du clichage d'images de manière de plus en plus facile, en offset, enfin c'était rapide de réagir, a construit des territoires politiques au départ, dans les années 50, contre les États-Unis. Les lettres françaises, comme d'autres journaux d'obédience communiste, veulent lutter contre l'invasion de l'art abstrait. Il y a une bataille très forte entre 1946 et 1952 en France contre une sorte de plan Marshall esthétique, avec l'arrivée en France des tableaux de Pollock, contre lesquels le Parti communiste proteste, en disant que c'est de l'art américain, que c'est n'importe quoi, que ce tachisme, ce pseudo-impressionnisme ne vaut rien face à Courbet, face à Matisse, face à Léger. Donc il y a une guerre, en fait, entre le figuratif et le non-figuratif, qui est aussi, dans les lettres françaises, une guerre contre les États-Unis, contre le second plan Marshall, celui qui va écraser la culture française. Et si j'insistais tout à l'heure sur le mot, l'adjectif française ici, c'est que Aragon, comme d'autres, comme Malraux d'une certaine manière aussi, veulent refaire des territoires esthétiques et reconstruire une nation à partir de l'image. Alors, les communistes travaillent sur une image spécifique qui est souvent faite de portraits, de choses très simples, d'accès direct à la personne. Donc, finalement, il faudra attendre les années 60 pour que les lettres françaises se décontractent et acceptent l'abstraction de manière normale. Voilà. Mais en vous écoutant, je pensais aussi à Baudrillard et aux thèses de Baudrillard sur la nappe d'images qui, dans les années 80 déjà, couvre le monde. Donc la carte contre le territoire. Vous connaissez cette métaphore qui montre qu'aujourd'hui les générations confondent l'image et le réel, ou même préfèrent, comme vous dites, préfèrent l'image. Mais je ne serai pas aussi cruel que vous sur les images de notre jeunesse, parce que je pense que les fragments d'images qu'utilisent les amateurs des réseaux sociaux, ou même simplement des SMS et des émoticônes, ce sont des écritures, ce sont des alphabets. À tel point d'ailleurs que sur Instagram ou sur d'autres, sur les stories, on peut créer des phrases d'images, on peut créer des séquences. Absolument. Oui. Ah ben j'en suis persuadé. Sur Instagram, c'est spectaculaire. Ou sur Pinterest, par exemple, il y a des personnes qui font des autoportraits par l'image. Il se passe quelque chose, effectivement, il n'y a pas de doute. Il se passe quelque chose qui est favorisé par les réseaux, et notamment par les structures en grille. Si vous prenez Instagram, la présentation générale d'Instagram, vous allez vous retrouver devant des systèmes de séries très forts, qui vont obliger d'ailleurs l'utilisation de l'utilisateur d'Instagram de créer des cohérences, mais aussi des phrasés. Il y a du phrasé Instagram chez les grands Instagrammeurs. Il y a une sorte de cohérence de style.
Alors peut-être qu'il ne faut pas exagérer non plus, mais c'est une nouvelle forme d'écriture qui apparaît, qui est une écriture hiéroglyphique, en tout cas par signe, je pense, oui, absolument. Donc, encore quelqu'un? Sinon, je veux vous remercier. Mais c'est un plaisir, un honneur, merci beaucoup. Je vous trouve très courageux d'avoir écouté cette conférence en français. Ça veut dire que vous avez un bon niveau, si vous avez compris à peu près, c'est que ça va, c'est bien. J'espère qu'ils ont compris à peu près. Ben, sinon, ils ont pris goût à quelque chose qu'ils peuvent développer eux-mêmes maintenant à partir de cela. Et c'est déjà un bon départ. Merci encore une fois. Merci à vous.